En guise d'introduction, premier élément excessivement important, très utile de préciser que, vous le savez, les sujets d'empreinte carbone sont des sujets qui sont très sensibles, et il est important de préciser notre volonté pour organiser ce webinaire. On n'est évidemment pas là pour encourager ce qu'on appelle le greenwashing, et l'objectif n'est évidemment pas de donner des leçons, mais plutôt de proposer des directions et de partager des témoignages de certains de nos clients ou de nos partenaires qui peuvent avoir, je dirais, des éléments de réponse sur ces sujets-là. Vous savez que la route vers la neutralité carbone et l'avancée sur ces sujets-là est relativement longue. Les sujets de mesure évoluent énormément. Notre ambition et notre envie avec ce webinaire, c'est de vous proposer des solutions qui soient actionnables et qui, je dirais, dès maintenant et très facilement vous permettre d'avancer sur ce sujet-là et vous donne au moins, je dirais, des balises ou des éléments de réflexion pour vous orienter sur ces sujets-là qui sont encore une fois mouvants et assez, je dirais, non pas risqués, mais en tout cas, je dirais, qui ont le mérite d'être assez comment dire, spécifique. J'en profite pour vous remercier, vous êtes plusieurs centaines à nous suivre, et je ne vous cache pas que ça nous procure une immense joie de savoir que les sujets qu'on vous propose génèrent autant d'intérêt. Je vous rappelle le principe, vous avez la possibilité de poser des questions dès le début du webinaire sur le petit chat à la droite de votre écran. Avant de présenter le plan, je vous rappelle que on terminera évidemment ce webinaire par une session de questions-réponses qui vous permettra de poser toutes vos questions sur ces sujets-là et on essaiera évidemment d'y répondre du mieux que nous le pouvons. En quelques mots, pour ceux qui ne nous connaissent pas, Oversea est un commissaire de transport digital. Nous avons construit une plateforme avec l'objectif de simplifier et d'optimiser la gestion du transport pour les chargeurs. Cette stratégie digitale, vous le savez aussi, est accompagnée d'une stratégie expertise et qualité, comme l'atteste l'obtention du label OEA Full il y a quelques mois par notre société. Nous servons aujourd'hui un peu plus de 600 clients dans une soixantaine de pays sur des transports maritimes, aériens et ferroviaires. Et on sera évidemment ravis d'échanger avec vous et de creuser un peu certains sujets de transport si vous le souhaitez à l'issue de ce webinaire. Voilà. Autre élément important, rappelons le plan et les intervenants qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui. Le plan est le suivant. L'objectif, ce sera de vous présenter un panorama je dirais des grandes tendances et des grands de dynamique de l'impact carbone sur le secteur du transport. Vous proposer une analyse, ou en tout cas, je dirais notre vision du sujet, qui est le fait de mener de front trois stratégies, c'est de mesurer, réduire et compenser son impact carbone. Et on aura évidemment la possibilité de regarder ce que l'on est capable de faire chez Oversea avec vous et les solutions qu'on a mis en place pour permettre à nos clients, je dirais, aussi simplement que d'appuyer sur un bouton, d'avancer sur ces sujets-là. On a une chance incroyable aujourd'hui, celle d'avoir Samuel Lefranc qui sera là pour nous parler et nous partager l'expérience d'H2O sur ces sujets-là. Merci Samuel de te joindre à nous. Et on a aussi la chance d'avoir Antoine qui sera là pour vous partager encore une fois les grands éléments de présentation que je vous présentais et vous partager aussi la stratégie d'Oversea sur ces sujets-là. Sans plus attendre, je vous propose de laisser la parole à Antoine pour démarrer la présentation. Merci Arthur. Donc je vais essayer d'être bref et de vous faire un petit overview de l'impact carbone dans le secteur du transport. Tout d'abord, je voulais vous rappeler quelques chiffres. Le fret représenterait environ 40% de l'empreinte carbone du transport, le reste étant le trafic de passagers principalement. Et au niveau mondial, ça générerait 7% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est très important. Ce gaz à effet de serre est principalement émis par la combustion d'énergie fossile, le carburant dans les avions, le fuel dans les bateaux, etc. Selon certaines projections, si rien n'est fait, ces émissions, elles pourraient encore grimper de 60% d'ici à 2050. Dans le même temps, le secteur du transport s'est engagé, dans le cadre de l'accord de Paris, à une réduction de 45% de ces gaz à effet de serre à l'horizon 2050, donc le même horizon. La question qu'on se pose un peu aujourd'hui tous, c'est comment concilier tout cela. Avant de concilier, il faut vraiment essayer de comprendre.
pour essayer de comprendre, il faut avoir des ordres de grandeur en tête. Et les premiers ordres de grandeur en tête qu'on voulait vous présenter, c'était une grille de lecture par mode de transport. On a compilé beaucoup de différentes sources. Il s'avère qu'il y a un consensus aujourd'hui pour dire que le maritime est le moyen de transport le moins polluant, que vient ensuite le rail, qui est légèrement plus polluant, ensuite la route, qui est déjà nettement plus polluant, mais souvent inévitable, et enfin l'aérien, qui est, on peut le dire, presque catastrophique à certains égards. Pour la suite, il faut vraiment garder en tête que, en gros, le rail émet 2 à 5 fois plus que le bateau, donc typiquement sur un import Chine, et l'aérien, on va dire 10 à 20 fois plus que le rail, et donc environ 50 fois plus que le maritime. Une fois qu'on a ces ordres de grandeur en tête, la question qu'on se pose, c'est comment avoir de l'impact. Pour avoir de l'impact, nous, on vous propose une stratégie en 3 temps. C'est un triptyque: mesurer, réduire et compenser. Mesurer de manière fiable, réduire ses émissions, compenser la part restante au travers des projets de séquestration. Sur la partie mesurée, c'est vraiment une partie complexe dans le secteur du transport. On est tous confrontés au manque de traçabilité déjà dans notre métier. On a déjà du mal à savoir sur quel navire est monté notre conteneur. Autant vous dire qu'on n'a pas accès à sa consommation de fuel de manière transparente. Donc, le but de la mesure, c'est avant tout de faire des estimations, des modélisations. Pour ça, on se fonde sur des indicateurs scientifiques, des méthodes reconnues, je vais revenir dessus. Et l'intérêt de ces mesures scientifiques, c'est pas tellement d'avoir une mesure exacte, mais c'est d'avoir une mesure comparable dans le temps qui permettent de mesurer la qualité de ces efforts et des efforts que les supply chains entreprennent. Il y a deux métriques de mesure principales. Il y a tank to wheel et well to wheel, donc vous avez peut-être entendu parler. Je vais juste revenir rapidement dessus parce qu'on a souvent la question. Tank to wheel, ça correspond au CO2 qui est émis dans la machine elle-même par le carburant qui est brûlé dans le moteur à combustion du camion. Well to wheel, c'est exactement la même chose, mais auquel on ajoute le carburant qui a été nécessaire à acheminer le carburant qui est dans le camion. Alors, dit comme ça peut paraître un peu théorique, mais il y a un cas où c'est vraiment très important, c'est le cas du train électrique. Le train électrique, c'est un moteur électrique, et par essence, un moteur électrique, il n'émet pas de CO2. Donc, le tank to wheel d'un train électrique, c'est quasiment zéro. En revanche, le well to wheel du train électrique, on doit inclure la manière dont est produite l'électricité, et notamment si elle est produite par une centrale à charbon en Chine, et bien dans ce cas-là, on voit que les émissions sont très importantes, et donc par souci d'équité, pour comparer les modes, nous on utilise la méthode well to wheel, qui est vraiment un outil bien plus comparable. En termes de méthode de calcul, on utilise la méthode dite Ecotransit. Ecotransit, c'est un organisme chargé de quantifier de manière objective, donc de modéliser les émissions de CO2 dues au transport. Cette méthode, elle est publique, elle est documentée. C'est un document qui fait à peu près 150 pages, qui est très bien expliqué. Je vous invite à consulter pour ceux que ça intéresse. Et donc, c'est la méthode que Oversea propose à ses clients. Très concrètement, sur la plateforme Oversea, vous avez 2 endroits pour retrouver vos émissions carbone, soit sur le mur de transport. Donc, pour ceux qui nous connaissent déjà, vous avez l'interface du mur où vous avez les émissions juste avec le tracking, soit dans l'onglet reporting, où vous avez une vision agrégée de vos émissions sur l'année, mois par mois, et qui vous permettent d'exporter peut-être ces données pour les consolider avec d'autres données ailleurs. Ensuite, le deuxième volet du triptyque, c'est réduire. Réduire, donc avant de vouloir compenser, il faut chercher à éviter les émissions de CO2. La meilleure émission de CO2, c'est la meilleure réduction de CO2, c'est celle qu'on ne produit pas. Donc ça implique pas mal d'évolution dans la manière de booker. L'image qu'on peut prendre, c'est celle d'une maison, le chauffage d'une maison. Quand vous chauffez votre maison, vous pouvez vous dire que peut-être que vous allez utiliser des énergies plus vertes pour chauffer votre maison. Mais en fait, avant toute chose, avant d'entreprendre tous les efforts sur la qualité de l'énergie que vous utilisez, il faut que vous commenciez par isoler sa maison. Et isoler sa maison, qu'est-ce que ça implique? Ça va impliquer de consommer moins et donc finalement, vous allez dépenser moins. Et ça peut demander un investissement initial. La supply chain, c'est exactement la même chose. Vous allez avoir un investissement initial peut-être dans des softwares de visibilité pour mieux anticiper, mais ensuite, vous dépenserez moins. Donc, sur cette partie réduire, c'est le chargeur qui a la main. 95% de l'impact, ça viendra d'une meilleure organisation de la supply chain.
si vous faites des conteneurs complets plutôt que du groupage, si vous avez recours au maritime plutôt qu'à l'aérien, si vous réussissez à remplir vos camions entièrement. Nous, ce qu'on vous propose, c'est quand vous faites une cotation, on vous dit ce qu'on estime être l'émission carbone associée à ce transport. Ensuite, c'est à vous de faire les choix, par exemple en ayant recours au maritime, et pour réduire l'impact carbone global de votre supply chain. Sur la partie réduire, j'aimerais vraiment faire passer un message clé, qui est que l'objectif de réduction des émissions de CO2, il est parfaitement aligné avec un objectif de réduction des coûts. Une supply chain efficiente écologiquement, c'est en général une supply chain peu onéreuse, et c'est vraiment important de garder ça en tête. Vraiment, vous pouvez gagner sur les deux tableaux. Une fois que ces efforts ont payé, que vous avez commencé à réduire les émissions carbone de votre supply chain, il faut commencer à compenser. Il y a toujours des émissions qui sont dites incompressibles, c'est des émissions que vous ne pourrez pas effacer complètement. Si vous avez 100% recours au maritime, c'est très bien, mais en revanche, le maritime est toujours un peu polluant. Il faut donc compenser ces émissions pour atteindre la neutralité carbone. Pour compenser, vous allez confier cette tâche à un tiers. C'est pas vous qui allez financer directement, qui allez produire directement le projet. Donc, la compensation, c'est le financement d'un projet de séquestration de carbone ou de réduction d'émissions quelque part sur la planète qui correspond à peu près aux émissions que vous produisez dans votre supply chain. Il y a plusieurs façons de compenser ces émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, planter des forêts, l'action forestière, ou financer des projets d'énergie renouvelable, ou des projets de sobriété énergétique, comme par exemple la rénovation thermique de bâtiments. Ce qui est important dans les projets de compensation, c'est de répondre à 4 critères essentiels qui sont mesurabilité, vérifiabilité, permanence, additionnalité. Ces 4 critères, on va prendre l'exemple de la forêt. La mesurabilité, c'est s'assurer que les émissions que vous compensez sont mesurables. Donc, dans le cas d'une forêt, c'est très facilement mesurable. Vous mesurez les arbres et ensuite, vous pouvez modéliser la quantité de carbone qui a été séquestrée. La vérifiabilité, c'est une fois que la mesure a été faite, elle est vérifiable par un tiers. Donc, il n'y a pas que vous qui puissiez faire la mesure. S'il y a un tiers qui vient, il peut à son tour mesurer l'arbre et arriver au même résultat. La permanence, la séquestration doit être permanente. Vous plantez des arbres, 5 ans après, 7 ans après, on ne doit pas raser la forêt parce que dans ce cas-là, la séquestration n'est pas permanente. Et enfin, l'additionnalité, peut-être le critère le plus important, il faut s'assurer que le projet n'aurait pas eu lieu sans le financement ou que la forêt n'aurait pas poussé sans le financement. Si vous financez de la reforestation qui n'aurait pas eu lieu sans vous, alors ce projet est valide, sinon ce n'est pas le cas. Il y a des labels internationaux qui garantissent ces 4 critères. On peut citer le VGS ou le VCS, par exemple. Oversea vous propose de la compensation en un clic. Donc, nous avons choisi de nous concentrer sur un seul projet pour le moment, qui est un projet de reforestation au Pérou. On s'est associé à un acteur qui s'appelle Pure Projet, que nous avons évalué et en qui on a placé notre confiance. C'est par ailleurs un acteur qui accompagne des grandes marques comme Clarins ou Caudalie dans leur projet de compensation. Le projet qu'on s'est choisi, il s'appelle Jubilación. C'est donc un projet de reforestation au Pérou. Pourquoi on l'a choisi? Parce qu'on avait vraiment confiance dans sa capacité à délivrer la séquestration de carbone, en particulier sur l'aspect permanence. Parce que c'est un projet qui a une approche générale. Il y a la plantation de la forêt, certes, pour l'agroforesterie, mais en fait, il y a tout un tas de projets autour avec un fort impact social et économique, comme par exemple l'éducation à l'exploitation raisonnée, qui sécurisent la forêt dans le temps. Et nous, ça nous paraissait logique, si on voulait que la séquestration soit permanente, de financer un projet avec un impact social et environnemental. Par ailleurs, ce projet, il améliore grandement la biodiversité locale, la qualité de l'environnement, il participe à la régénération des écosystèmes, et c'est des choses qui nous touchent aussi personnellement. Pour compenser avec Oversea, 2 méthodes. La méthode la plus simple, un clic au moment du booking. C'est transparent, le prix est affiché. Ensuite, le prix sera ajouté à votre facture et ce sera fait pour ce transport. Si vous ne l'avez pas fait, par exemple, sur les transports de l'année passée, vous pouvez aussi le faire rétroactivement. Vous demandez à votre contact commercial. On va vous envoyer le calcul sur les transports passés et on vous facturera le montant de la compensation. Nous, on fait le point tous les 6 mois avec Pure Projet. On achète l'ensemble des tonnes compensées par nos clients à ce moment-là. Ce qui est très important à noter, c'est que
Oversea prend aucune marge sur la compensation. Nous, que vous achetiez auprès de nous, auprès d'un autre acteur, ça n'a pas d'importance. Donc, si dans votre entreprise, vous avez déjà un acteur de confiance avec qui vous compensez, que ce soit que pour la supply, mais ça peut être au niveau du groupe, alors n'hésitez pas à compenser directement avec eux et à consolider cet effort de compensation à l'échelle de toute l'entreprise. Voilà. En conclusion, nous, on essaye de vous donner toutes les cartes. On essaye de vous donner de la mesure, la meilleure qu'on puisse vous fournir, même si elle est parfois imparfaite. On essaie de vous donner des pistes pour réduire en vous proposant différentes options. On essaie de vous proposer une option de compensation. Et finalement, les leviers pour atteindre la neutralité de carbone, et d'ailleurs le mérite, c'est entre les mains des chargeurs. Nous, c'est un sujet qui nous tient à cœur. On soutiendra toutes les initiatives, bien entendu. Quelle que soit la manière dont vous attaquez le problème, comme l'a dit Arthur, c'est quand même un sujet compliqué sur lesquels il n'y a pas encore de doctrine ou d'approche qui soit validée à 100%. Donc, on sera ravis d'échanger et d'en discuter pour confronter nos avis et voir comment avoir le maximum d'impact pour limiter les émissions de gaz à effet de serre dans le monde du transport. Je vais maintenant passer la main à Samuel Lefranc, Supply Chain Manager de chez H2O Atome, et il va pouvoir vous expliquer ce qu'ils ont mis en place, eux, pour s'orienter vers un transport plus durable et tenter d'atteindre un objectif de taille, la neutralité carbone en 2030. C'est très ambitieux. Oui, merci beaucoup. Déjà, merci Oversea de nous donner cette fenêtre de parole et d'avoir pensé à nous sur ce sujet. Donc déjà, pour présenter H2O at Home, donc on est une entreprise qui a un peu plus de 20 ans, avec des ventes en France, en Belgique et aux US, et autour de 3 univers. Donc un univers ma maison, donc c'est tout ce qui est microfibre, des produits d'entretien, des accessoires de ménage, et autour d'un lavage à l'eau essentiellement. Un univers plus personal care avec des produits cosmétiques, d'hygiène et de bain, et un dernier univers qui est mon ambiance, donc tout ce qui est parfum, huile essentielle et diffuseur. Et comme vous l'avez souligné, donc on a un objectif de neutralité carbone en 2030. Donc c'est un peu notre fil conducteur dans certaines de nos actions, et notamment en supply parce qu'on a un gros poste d'émissions. Et donc pour en reprendre un peu ce que vous avez dit, c'est un travail qui se fait sur la durée. Donc nous, on a un peu aussi le triptyque mesurer, réduire et compenser. Donc forcément mesurer, nous on a un travail de bilan carbone, donc qui a été une démarche volontaire parce qu'on a encore une petite structure, donc il n'y a pas forcément d'obligation de le faire, mais nous on a eu la volonté de le faire, et donc du coup c'était déjà ramasser toutes les données qu'on pouvait avoir, et donc du coup forcément sur la partie import, grâce à Oversea, on a pu avoir des données faciles d'accès, simples et pertinente. Et donc, du coup, chose qu'on n'a pas forcément eu avec d'autres transporteurs où ça a été plus compliqué d'avoir les données ou d'avoir des données assez fiables. Donc, du coup, en tout cas, nous, ce qu'on a apprécié dans c'est la facilité d'accès à ces données-là et la pertinence de ces données. Et après, ensuite, c'est aussi dans la mesure qu'on a sur chaque booking qui permet d'avoir les émissions associées. Donc, ça, c'est un peu ce que vous avez présenté tout à l'heure. Donc, c'est un peu dans mesurer et réduire parce que je trouve que ça permet aussi, chez nous, dans nos objectifs de réduction, de choisir des bookings qui sont parfois on va dire, moins dépensiers en empreinte carbone. Donc, en fait, nous, on va réfléchir maintenant en termes de coûts, de délai et aussi d'empreinte. Donc, le fait d'avoir cette information-là sur chaque booking, ça permet d'axer notre décisionnel de départ en fonction aussi de l'empreinte carbone. Et après, c'est aussi des solutions alternatives. Donc, notamment sur l'aérien, parce qu'on a fait plusieurs trains, des conteneurs sur train dernièrement, et donc du coup, en tout cas à mon avis, c'est que on a l'impression que le train parfois c'est très compliqué à mettre en place, et on a l'habitude d'avoir juste la dualité bateau et avion. Et du coup, là, on a pu faire du rail assez facilement. Au final, c'était comme un boucle classique, et ça permet d'avoir justement une alternative à l'aérien, et donc du coup de réduire forcément notre empreinte carbone quand on voit les différentes émissions par type de transport comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc du coup c'est vraiment, on insiste beaucoup sur le réduire, c'est là où on a le plus d'impact et c'est là où on peut être le plus performant pour justement limiter certaines compensations. Donc sur la partie compensée, nous, on a la chance d'avoir une équipe qui travaille en interne sur certains projets, donc on peut
actionner certains leviers. Et aussi, mais après, par rapport au Versy, c'est justement qu'ils le proposent soit au booking, soit au global, mais ça permet d'avoir en effet d'avoir des actions sur un peu toutes les possibilités, que ce soit à réduire ou de compensation. Donc, en tout cas, il y a une réflexion globale sur le sujet. Et donc, du coup, nous, au Versy, ça nous a permis, en tout cas, d'avancer dans la première étape, parce que c'est quand même un travail sur la durée, notamment, enfin, j'insiste beaucoup, c'est sur la mesure, en tout cas, de savoir où on en est et vers où on veut aller. Donc, après, pouvoir mettre les actions en place. Donc, en tout cas, nous, la première étape, ça a vraiment été de mesurer l'outil de mesure donc qu'on peut voir mois par mois. Ça permet vraiment d'avoir des données faciles d'accès et qui permettent de ensuite de définir les actions sur le volet de réduction puis de compensation. Voilà en quelques mots en tout cas chez nous le partenariat qu'on a avec Oversea et les actions qu'on a pu mettre en place avec. Merci Samuel. Je te remercie de ton partage d'expérience et je pense que c'est assez précieux pour toute une partie des chargeurs qui sont présents d'avoir accès à une stratégie et voir les actions qui sont les vôtres et votre approche du sujet. Écoutez, on arrive à la fin de cette présentation. Je pense que si on rappelle les différents grands éléments, je pense que on est tous d'accord et les grands accords, notamment l'accord de Paris qui a été signé, prouvent l'urgence de prioriser la réduction de l'impact carbone dans le transport. On se souvient encore une fois du chiffre qu'Antoine nous avait présenté en début de présentation, ces fameux 7%. Notre conviction chez Oversea, c'est que le plus important, c'est de se lancer, d'avoir, je dirais, des éléments de stratégie sur ce sujet-là. Comme vous avez pu le constater, certains leviers sont très faciles à actionner dès aujourd'hui. Encore une fois, c'est aussi notre ADN et notre volonté d'être capable de vous accompagner sur ces sujets-là. Encore une fois, on sera toujours des accélérateurs de vos stratégies à vous sur ces sujets. On essaiera évidemment de vous accompagner là-dessus. Un élément très important, on va vous envoyer dans les prochains jours un guide dédié qui va reprendre tous ces éléments-là de manière chiffrée avec, encore une fois, la palette de solutions disponibles. Et évidemment, il suffira de vous manifester pour qu'on vous envoie ce retour-là. Je vous propose de passer rapidement aux différentes questions qui nous ont été posées. J'en profite pour vous remercier tous pour votre attention et votre implication sur ces sujets. Première question d'Igor. Bonjour, comment intégrer l'utilisation des navettes routières consolidées avec d'autres chargeurs dans le premier leg vers les ports d'export? Alors, premier point important, j'imagine que Igor parle de groupage maritime ou aérien, puisque c'est évidemment dans ce cadre-là qu'on peut consolider et mutualiser le premier leg de transport. Dans le cas de conteneur complet, c'est pas une option. La meilleure chose qu'on puisse vous dire, c'est de vous assurer auprès de votre commissaire de transport que on ne sera pas fait usage d'un camion dédié pour ces transports-là. Ouais, je suis revenu, pardon. Je vous disais, vous assurer que on ne sera pas dans le cadre de l'usage d'un camion dédié et de demander si vos timings et vos lead time le permettent, d'utiliser des solutions de messagerie, donc de groupage interchargeur. Donc la meilleure solution reste encore aujourd'hui de demander et de s'assurer auprès de son commissaire de transport que la solution de transport utilisée correspond bien à du groupage et non pas à du camion dédié. On sait tous aussi que certains transports nécessitent des préacheminements express, auquel cas l'option groupage devient évidemment plus compliquée. Question de Bénédicte. Pourquoi le rail émet-il 2 fois plus de gaz à effet de serre que le maritime? Alors, la première chose à préciser, c'est qu'on parle ici de transport ferroviaire de fret, ce qui est évidemment un sujet différent du transport ferroviaire de personnes. La réponse, les éléments de réponse ont été donnés par Antoine, c'est tout dépend de l'origine de l'énergie qui est utilisée. C'est le cas par exemple en Chine où l'électricité, l'énergie utilisée pour déplacer les trains est originaire des centrales à charbon. Et donc du coup, dans cette méthodologie de calcul, on se rend compte que l'impact de la source de l'énergie est énorme sur, je dirais, l'impact carbone du transport. Donc ce qu'on peut aussi comprendre, c'est qu'en fait le transport ferroviaire au global peut avoir cet impact-là. La réalité, c'est que selon les modes de transport nationaux, enfin pardon, les modes de production d'énergie nationaux, le calcul de l'impact carbone sera différent. Et donc c'est une vision globale qui fait ça.
Question de Julien, pourquoi avoir utilisé Ecotransit au lieu de Clean Cargo pour le maritime? À notre connaissance, Ecotransit utilise, a intégré dans ses services la méthodologie Clean Cargo, ce qui, encore une fois, un gage de qualité. Un autre élément peut-être sur la méthodologie Ecotransit qui a motivé notre choix, c'est que notre objectif, c'est de donner des données de proposer des données qui soient comparables à nos clients. L'objectif, c'est qu'ils puissent comparer l'impact carbone qui est proposé et mesuré par Oversea avec celui peut-être d'autres acteurs avec lesquels ils peuvent travailler. Et encore une fois, il faut comparer des choses comparables et pour ça, il faut une méthodologie commune. Il se trouve qu'aujourd'hui, après une étude, on trouve que la méthodologie Ecotransit est une forme de standard sur ce marché. Donc voilà la raison pour laquelle on fait ça. Question de Nathalie. Bonjour, est-ce que le combiné CIR peut être une solution systématique pour réduire l'empreinte carbone? Alors, le CIR, pour rappeler la solution, correspond à faire une partie du transport principal en transport aérien, souvent jusqu'à un hub, et le deuxième leg en maritime, c'est souvent ça le schéma ou l'inverse. Encore une fois, est-ce que ça peut être une solution systémique? Je pense pas. Pour une raison simple, c'est que vous l'avez vu, l'impact carbone du mode de transport aérien est très élevé, plusieurs ordres de grandeur supérieurs à celui du maritime ou du rail, par exemple. Et donc, du coup, la solution est bien plus, à notre sens, évidemment, sur le fait d'utiliser davantage de maritime et donc d'amener plus de prévisibilité et d'avoir des forecasts plus précis ou en tout cas d'utiliser les leviers stock et forecast pour faire plus de maritime et donc diminuer la part de l'aérien dans votre mix produit, dirais-je. Bonjour, proposez-vous en maritime les nouveaux carburants type LNG ou biocarburant? Alors oui, c'est effectivement quelque chose qu'on essaie de proposer et ça rejoint la question de Manuel qui nous demandait, nous expliquer que la CMA-CGM propose des produits avec du biofuel ou du LNG, Maersk aussi. Alors notre volonté, encore une fois, notre ambition avec Oversea, c'est d'aller le plus loin possible sur la dimension réduire, qui à notre sens est évidemment la plus efficace et que la compensation doit être une solution complémentaire mais certainement pas principale. Et donc du coup là-dessus, ce que nous on essaye de faire, c'est évidemment d'intégrer dans notre je dirais panel fournisseur et dans les solutions qu'on propose, ce genre de solutions. Sur le maritime, on le fait déjà. Ce qu'on est en train de mettre en place, c'est sur le transport routier d'avoir des transporteurs avec des flottes aux normes les plus élevées, etc. Et donc c'est un effort qui est en cours chez nous et la probabilité, c'est qu'on intègre dans notre méthodologie et les offres qu'on propose à nos clients, des offres qui soient packagées avec des produits qui incluent du transport avec du biogaz ou du biofuel et éventuellement du transport hybride ou électrique. Donc voilà, c'est un point important pour nous d'intégrer ça dans les solutions de transport qu'on propose. Alors, question de Clara, comment collectez-vous les facteurs d'émission de vos partenaires? Alors ça, c'est une très bonne question. Point important, nous, on s'appuie sur la méthodologie Ecotransit pour calculer l'impact carbone des partenaires avec lesquels on travaille, donc des compagnies maritimes, etc. etc. En revanche, dans le cadre d'un FOB, par exemple, les émissions qui sont en dehors de l'incoterm calculé, donc sur la partie, je dirais, pré-carriage ou le first leg, c'est des choses qu'on n'intègre pas dans la méthodologie de calcul, puisqu'elles sont à la charge du fournisseur aujourd'hui. Donc c'est bien important de préciser que nous, on propose une méthodologie de calcul qui correspond aux incoterms de transport sur lesquels on est sollicité. Donc on ne proposera pas d'impact, de mesure de l'impact carbone sur de l'Exworks si on est uniquement sollicité sur du FOB, par exemple, pour une raison simple, qui est une raison d'accès à l'information aussi, où on n'a pas forcément accès à l'origine des marchandises, etc., etc. Donc ça, c'est un autre élément. Et souvent, la clé est plus souvent chez le supplier en Asie que chez nous de ce point de vue-là. Alors, il y a une question de Clément sur le groupe qui grandit et donc ils vont émettre plus de CO2. Comment avoir un suivi de nos efforts sur le ICO2 en proportion du volume importé, en proportion de notre chiffre d'affaires? Donc en proportion de votre chiffre d'affaires, ce sera à vous de le faire. Nous, on propose un outil d'export de toutes vos données. Donc quand vous travaillez avec Oversea, vous avez accès à toutes vos données sous forme d'un export. Et donc vous pouvez ensuite les retraiter, les intégrer dans votre ERP et les analyser en fonction de la dimension qui vous intéresse, donc chiffre d'affaires ou volume importé. Volume importé, vous les avez directement dans nos données. Chiffre d'affaires, évidemment, ce sera à vous de les importer.
On arrive à la fin des questions. Une dernière peut-être, je t'en celle prie. de Thomas Perrier. Comment éviter l'effet rebond d'émissions de CO2 avec la compensation? Ça finirait par devenir une rente incompréhensible. Donc c'est pour ça que nous, on insiste très lourdement sur la partie réduire. C'est vraiment la clé de voûte de l'impact. Évidemment, la compensation, c'est un peu la cerise sur le gâteau et c'est bien d'y avoir recours quand vous pouvez y avoir recours, mais on est conscient des limites du problème et que ça permettra certainement pas de résoudre tous les challenges associés au réchauffement climatique. C'est pour ça, encore une fois, qu'on insiste sur la partie réduire. Excellent, merci Antoine. Le sujet est long et profond, vous l'avez, je pense, bien compris. N'hésitez pas à revenir vers nous directement si vous avez des questions sur des sujets de méthodologie, d'utilisation des fonctionnalités reporting carbone, etc. chez nous, ou nous solliciter si ce sont des sujets sur lesquels vous voulez avancer. Vous l'avez compris, on sera toujours moteur sur ces projets-là. Il me reste plus qu'à vous remercier, remerciant peut-être en premier lieu Samuel pour son intervention et son partage d'expérience qui, j'espère, vous aura éclairé, vous aura montré qu'il est possible de faire des choses de manière très concrète. Merci Samuel. Et merci Antoine pour le temps et la présentation. J'espère que ça vous aura permis d'avoir des idées claires. Vous partagez encore une fois le triptyque gagnant selon nous avec l'importance d'insister de manière principale sur la réduction, la prévision et d'utiliser la compensation comme une solution complémentaire et alternative. N'hésitez pas encore une fois à revenir vers nous pour toutes questions sur ce sujet-là et également pour l'organisation de prochains webinaires. Vous êtes souvent très volontaires et vous nous proposez souvent beaucoup d'idées pour l'organisation des prochains webinaires. Donc n'hésitez pas à nous dire les sujets que vous voudriez que nous abordions lors de prochains webinaires. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci beaucoup.